au niveau du recrutement, aujourd'hui, où c'est plus difficile, mais même du recrutement, alors je ne sais pas si c'est un choc un peu générationnel qu'on a. Je pense qu'il y a aussi une vraie problématique en France, et là c'est politique, où aujourd'hui il faut encourager les gens à travailler et pas rester chez eux. Ça passe même à l'école, où aujourd'hui il faut arrêter de dire à l'école, faut révolutionner l'école. Moi je me rappelle, même quand j'étais en BTS alternance, pourtant c'était dans des écoles privées, on me disait ouais, vous aurez votre BTS, vous allez pouvoir avoir un poste de cadre. C'est évident, on va démarrer au SMIC comme tout le monde en tant que vendeur, et puis si on fait nos preuves, peut-être qu'on sera cadre et ou agent de maîtrise, mais pas contraire. Arrêtez de vendre ça aux gens. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Étienne Jamin, directeur et fondateur de la franchise Wake Up Form. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Étienne. Son parcours qui l'a amené à créer son premier club de fitness et sa franchise. On a parlé de sa vision du métier, de sa vision du fitness. On a bien sûr parlé d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la franchise en elle-même. Qu'est-ce que cela représente d'avoir une franchise ? Qu'est-ce qu'on se doit de faire quand on a une franchise auprès de ses franchisés ? Il a parlé également de ses prochains défis, de son développement, du futur et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Étienne. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Étienne Jamin. Salut Étienne. Bonjour Andy. Merci de me recevoir. J'ai la chance d'avoir le PDG et cofondateur de l'enseigne Wake Up Form. Alors c'est vrai que, comme je dis souvent dans ce podcast, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup interviewer de directeurs, de fondateurs aussi d'enseignes. Donc pour moi, c'est une chance. Et merci à toi, merci à vous de m'accorder un petit peu de temps. Pour démarrer un petit peu, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter ? Eh bien, Étienne Jamin, 43 ans, directeur et fondateur de l'enseigne Wake Up Form et e-club, passionné de sport. Voilà, donc aujourd'hui sur un développement plutôt orienté franchise et puis avec plein d'ambitions pour l'année 2024. Ouais, j'ai regardé un petit peu les chiffres sur le site, c'est vraiment, c'est vraiment très bien, félicitations. Et du coup, le Étienne tout petit, c'était qui ? Étienne tout petit, c'était un gamin qui rêvait beaucoup, qui avait, je pense, des caractéristiques un petit peu d'hyperactivité et donc toujours très passionné par le sport. Moi, je suis un fils de parents qui étaient horticulteurs, qui étaient entrepreneurs déjà, donc qui n'étaient pas du tout dans la partie, mais entrepreneurs, travailleurs, des travailleurs acharnés. Et tout petit, moi, j'ai toujours été. Ma mère me disait souvent, d'ailleurs, t'es dans la lune. Mais c'est que je rêvais beaucoup. Je pense que j'avais un peu de mal à trouver ma place. J'étais assez créatif. Et à l'âge de 12 ans, mes parents ont vécu une difficulté qu'ont connue bien certains de nos secteurs après la crise Covid, c'est une liquidation judiciaire. Donc moi, j'ai vu mes parents tout perdre, se faire saisir la maison de mon enfance, etc. et repartir à zéro à près de 40 ans. Et ça a été quelque part vraiment au-delà du traumatisme, je pense vraiment un leitmotiv de se dire, en fait, on peut vivre des choses très difficiles et repartir avec rien et rebondir. Et j'ai eu l'exemple de mes parents et derrière, moi qui étais passionné par le sport, ça m'a aussi beaucoup challengé dans le sport.
J'étais pas quelqu'un avec, je pense, des prédispositions physiques qui permettaient d'avoir un très très haut niveau. Moi, je pratiquais le vélo sur route, comme mon Ok. frère, et qui était un sport qui est assez difficile, comme tout sport, quand on veut le faire avec un certain degré d'exigence et d'implication. Et n'ayant pas, j'ai toujours été très très travailleur. C'est-à-dire que voilà, je voulais avoir le bon résultat, mais je savais qu'il fallait que je travaille énormément. Et donc toujours assez dur au mal, etc. Et ce gamin a évolué après vers, en gardant ce mindset un petit peu de résilience dans l'entrepreneuriat. Et j'essaie de m'appliquer ça toujours, tous les jours. Et encore plus après ce que nous avons vécu, qui a été quand même une crise difficile à absorber. Et puis voilà, on continue d'avancer. Et le but, c'est. Je suis un peu un jusqu'au boutiste. En fait, je lâche pas beaucoup et j'aime aller au bout de ce que je puisse faire, en tout cas. Et cette fibre entrepreneuriale, elle est arrivée tôt dans ton parcours ou ça s'est fait comment du coup? En fait, moi, quand j'étais gamin, j'ai toujours été passionné par le sport et même l'entreprise, sûrement par mon père, en fait, qui était quelqu'un dans son métier qui était assez créatif aussi. Il a commencé à avoir des techniques de plantes de production hors sol, tu sais, sur tablette, Ouais. etc. Il était vraiment à la pointe dans son métier. Et je pense qu'il m'a un petit peu donné cette fibre-là, même si moi, la terre, c'était pas vraiment quelque chose qui me passionnait. Et du coup, ça m'est venu. Moi, j'ai commencé à 17 ans en apprentissage. Pour expliquer un peu mon parcours professionnel, moi, j'ai quitté l'école après la troisième. Mmh. Quand c'est arrivé, cette difficulté à mes parents, c'est vrai que moi, j'étais au collège, donc avec toute la préadolescence, bah, tu sais, tu as des blessures. Moi, je me rappelle quand mes parents ont trouvé à se reloger, c'était mon père retapait une ferme. On a tous vécu dans une seule pièce avec un robinet d'eau froide pour tout confort. On allait se doucher chez ma grand-mère. Tu sais, quand tu arrives au collège, tu as envie de manger tout le monde. Hein. Tu as un trop plein d'agressivité et c'était une grosse blessure pour moi. Parce que j'ai vécu comme une injustice, en fait. Et ensuite, bah, tout ce Tes relais-là. parents t'ont expliqué? Parce que c'est vrai qu'à l'adolescence, ça doit pas être forcément Non, évident parce de que en fait, comprendre. c'était même très violent pour eux, en fait. Parce qu'en Ouais. fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 92-93, il y a eu une grosse crise horticulture, dans le domaine de l'horticulture, où, si tu veux, mon père, moi, avec 14 salariés, il livrait Ah des oui. Leclerc 2 fois par semaine, tu vois, donc il produisait tout ce qui était plants fleurs et plants de légumes, donc des jardineries, des Leclerc, etc. Et si tu veux, ces gens-là, mon père, c'était un petit peu le business à l'ancienne, tu te serrais dans la main Mmh. et t'avançais, quoi. Et du coup, le jour où ces gens-là ont commencé à se dire, bah, de toute façon, si vous alignez pas sur les tarifs, nous, on se fournit en Espagne. Ouais. Bah, ça a été terminé. Après, il a eu d'autres clients aussi qui ont liquidé, qui ont laissé des grosses ardoises et du coup, il s'en est pas relevé. Donc, si tu veux, lui, c'était très violent pour lui. Moi, je pense même si on avance aujourd'hui et qu'on parle avec aujourd'hui, les termes d'aujourd'hui, mon père était en burn-out, mais il a continué de travailler, en fait. Après ça, mais chef de famille, avec un peu la culture patriarcale aussi, tu sais, de se dire, bah voilà, je suis chef de famille, faut que je tienne tout à bout de bras. Il était très épaulé par ma maman aussi, qui a retrouvé son premier travail, qui était préparatrice en pharmacie, à l'âge de 40 ans, en 4 jours, tu vois. Elle a Ouais. fait la pharmacie de Saumur et elle a trouvé un job en 4 jours. Donc, tout est possible finalement quand on décide de se bouger. Moi, j'ai vu ça. Et si tu veux, nous, il nous expliquait pas trop parce que mon père était, je pense avec son orgueil, du coup, au départ, on n'avait pas enfin, on avait une bonne relation, si tu veux, mais c'était un très bon père de famille. Mais si tu veux, je pense que ces problématiques-là, il essayait un petit Mmh. peu De vous protéger, je pense de nous aussi, par protéger rapport. exactement. Et du coup, moi, c'est vrai qu'à 17 ans, j'étais un peu perturbé au collège, etc. Et j'étais un bon provocateur, faut dire ce qui est. Hein, j'étais pas un bon élève. Et j'avais du mal à tenir en place 6 heures de rang dans une salle de classe. Et donc, du coup, j'ai décidé de partir en apprentissage et puis bah, aider
aussi financièrement mes parents à l'époque. T'es parti dans quel domaine du coup, en termes d'apprentissage? Commerce Commerce? professionnel. Ok. En fait, j'avais fait un stage de 3 jours en troisième à l'époque chez Intersport, et moi qui étais passionné par le sport, moi, je me suis vraiment beaucoup intéressé, et puis les patrons, ça leur a plu parce que j'étais très curieux. Et donc, du coup, j'ai décroché mon apprentissage comme ça. Et Ok. puis, je suis resté avec monsieur et madame Gommier en BEP en alternance, puis en bac pro en alternance. Et ensuite, en BTS, c'était un peu les premiers démarrages des grands magasins Intersport qu'on connaît aujourd'hui, qui étaient des plus de 1500 mètres carrés. Donc, ils m'ont dit, pour faire ton BTS, ce serait bien que tu fasses un BTS, que tu le fasses en alternance, mais que tu ailles dans un grand magasin. Ce que moi, j'ai connu, c'était un petit magasin de centre-ville pendant 4 ans. Donc, et puis moi, toujours, j'étais dans le vélo, j'étais compétiteur à côté. Donc, je voulais me faire un peu à la mécanique cycle, des grands rayons cycle, etc. Et donc, j'ai trouvé un poste chez Daniel Bonamy à l'époque à Chasseneuil-du-Poitou. Un magasin à 1500 mètres carrés à Chasseneuil-du-Poitou, à côté de Poitiers. Et du coup, j'ai fait 2 ans de BTS là-bas. Très impliqué, toujours passionné. Je comptais pas mes heures. Et du coup, il m'a fait monter responsable de rayon à un deuxième magasin qu'il a monté après à Châtellerault. Et je suis resté 2 ans à Châtellerault. Et après, je suis revenu à Saumur pour l'ouverture d'un grand format avec pas mes anciens patrons, mais ils avaient vendu leur fonds de commerce avec un dossier de CDEC d'ouverture de grands magasins à un grand groupe. Okay. Et j'ai travaillé pour ce groupe-là. Et à l'époque, ils m'avaient mis responsable de toute la partie chaussures, sport et fitness et sport co. Et j'avais référencé à l'époque, tu vois, Norditrack, des marques qu'on ne voyait pas beaucoup, Johnson dans mon rayon. Et c'est comme ça que du coup, j'ai pris compte, enfin, on m'a mis en relation avec l'univers fitness, du coup. L'univers fitness. J'étais pratiquant en plus parce que comme j'avais arrêté le vélo entre-temps et je m'étais mis à corps perdu dans les sports de combat, j'avais découvert un peu les salles de gym, etc. Je m'étais un peu passionné pour ce domaine et je trouvais ça génial, les salles de sport, parce que je pouvais regrouper toutes mes passions. Je pouvais aller faire du vélo en faisant du bike, de la musculation, des sports de combat, et je trouvais ça génial. Et en fait, en 2008, j'ai quitté ce magasin pour rentrer chez Johnson Tech France, qui à l'époque cherchait des commerciaux parce que, en fait, avant, les machines étaient vendues par des multicartes. Et j'ai repris tout le secteur Ouest-Bretagne. Ça a pas mal marché. Après, j'ai été responsable grand compte pour tu vois, des enseignes qui naissaient à l'époque, qui ont même eu des croissances incroyables. Et s'ils n'avaient pas fait n'importe quoi aujourd'hui, ils auraient été des maîtres dans le fitness. C'était Urban Gym. Et du coup, c'est vrai que moi, je visitais beaucoup les clubs, j'allais voir les indépendants, etc. Et c'est vrai que au fil de mes tournées, je m'étais rendu compte qu'à l'époque, le marché n'était pas encore très, très structuré. Alors oui, structuré énormément dans les grandes villes, mais pas dans les petites villes moyennes ou dans les villes plutôt rurales. C'était à quelle année, ça? C'était, tu vois, 2008 à 2000, même 2007 à 2011, quoi. Et donc, du coup, je m'étais rendu compte quand même que il y avait des choses à faire. Donc, moi, j'étais plus avant de vendre des machines, c'était connaître un petit peu, comme un bon commerçant. Tu recherches vraiment les besoins. Connaître le marché, Qu'est-ce que sont les valeurs qu'est-ce qu'ils veulent apporter à leurs clients, quelle expérience ils veulent apporter à leurs clients, quelle orientation, c'est quoi leur périmètre concurrentiel. Et j'étais un petit peu dans le conseil vis-à-vis de ça, tu vois, par rapport à des clients. Donc, j'avais des bons clients, j'avais bien cartonné. Matrix était content parce que j'ai plusieurs fois été meilleur commercial de France au sein de l'équipe. Et du coup, à l'époque même, on livrait même nos clients, tu vois. C'était arrivé, les mecs qui t'achetaient un parc cardio, tu jouais un 20 mètres cubes, tu allais livrer, quoi. Donc, on faisait tout. Et mais c'était génial, hyper enrichissant. Et puis, moi, en fait, ça s'est fait bizarrement. Moi, j'ai monté mon premier club en 2009. Parce que, à l'époque, Matrix n'était pas très, très connu. Les gens connaissaient Johnson, mais pas partout. Et donc, du coup, je m'étais dit, tiens, je vais faire aussi ça va me permettre aussi de faire un showroom des machines. Et je l'ai appelé Wake Up Form parce que pour moi, ce marché, il avait besoin d'être réveillé. Ok. Et
Wake Up, c'était aussi toutes les valeurs de rester debout, se prendre en main, tout ce que moi, dans le branding, me semblait important de préserver. Et puis en 2013, chute du groupe Urban Gym, qui avait fait, il y avait près de 70 clubs quand même en France. Hein, c'était mon grand compte. Et puis, je m'étais rendu compte que ça faisait. En fait, ça m'a fait un rappel sur le passé. Tu vois, je voyais des gens qui galéraient vraiment, qui avaient vraiment été plantés par l'enseigne. On s'occupait pas d'eux. Ils allaient être saisis, etc. Et moi, ça m'a rappelé, tu vois, tout ce qu'avaient vécu mes parents. Et c'est des drames familiaux. Il y a des gens, ils ont vraiment connu des drames familiaux. Et je me suis dit que bah vas-y, t'as un nom qui plaît, qui passe bien, t'as un vrai bagage, une vraie expérience, t'as toujours eu envie d'entreprendre, bah vas-y quoi. Et du coup, j'ai décidé de partir de chez Matrix. Et puis, je suis allé dans le bureau à Denis Daillon à l'époque. Je lui avais dit, bah, écoute, il m'a posé la question, bah, tu veux faire quoi? Bah, j'ai dit, ouais, bah, je vais partir et puis je vais lancer ma boîte et je suis capable de faire bien mieux que ces gens-là et pour lancer l'enseigne. Et je suis parti comme ça. Et je suis reparti de zéro, hein, parce que quelque part, c'est bien beau, mais fallait vraiment. Tu vois, c'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est souvent ce que beaucoup de gens oublient. C'est faut mettre les deux pieds dedans et tu pars sans filet, quoi. Je suis parti d'une très belle position, hein, que j'avais chez Matrix. Hein, j'avais un très bon revenu, etc. Mais c'est aussi quand tu n'as plus l'adrénaline et de te mettre un peu en danger, d'essayer de construire quelque chose. Et puis bah, j'avais ça qui m'a dit, allez, je m'entendais bien avec certains franchisés d'Urban Gym. Et je leur ai proposé de me suivre dans le mouvement. C'est parti comme ça. Et puis on a monté rapidement le réseau à une douzaine de clubs. Et puis ensuite, c'est parti à développer au départ en licence de marque. Et puis maintenant, on est passé, après 10 ans d'expérience, dans une vraie transmission d'un savoir-faire avec la franchise. Excellent. Donc, une opportunité de marché. Tu crées le premier Wake Up voit le jour dans quelle ville? Saumur, ma ville natale. Saumur. Ça s'est fait bizarrement parce qu'en fait, j'avais un client, un gars qui tenait plusieurs salles, dont une à Saumur, et il tenait plusieurs salles à 50 km à la ronde. Et du coup, je l'avais rencontré et si tu veux, il m'avait reçu, mais avec, j'avais l'impression d'être un bébé, quoi. Tu vois, le monsieur, il me faisait la messe. Quand je lui disais que bah, faudrait peut-être investir dans des tapis un peu plus récents, parce qu'il mettait des tapis, c'était des tapis de chez Decat, tu vois, c'était du jetable, quoi, tu vois, et ça me faisait mal, tu vois, pour lui. Je lui dis, bah, attention, le jour où vous allez avoir un concurrent qui va arriver avec une offre sérieuse, ça va vous faire tout drôle. Et en fait, il m'a jeté, mais quand je dis il m'a jeté. Alors, j'étais vraiment dans la bienveillance, en essayant de lui faire comprendre qu'aujourd'hui, le marché est structuré et qu'on ne pouvait plus bosser à l'ancienne, quoi. Et il m'a jeté, mais en me disant, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, c'est pas un branleur comme toi qui va m'apprendre mon métier. Donc, je suis parti comme ça, et puis je suis rentré du rendez-vous. Et j'ai dit à ma femme, je dis, c'est bon, on va monter un club à Saumur, parce que il m'a fatigué. Et du coup, bah, c'est parti de là. Et j'ai monté mon premier club en 2009 à Saumur. Émilie, ma compagne, était gérante du club. Et puis, au départ, on était sur un concept un peu comme Keep Cool, tu vois, un coach à l'intérieur, mais sans cours collectif. Il n'y avait pas de cours collectif. Et en fait, on s'est rendu compte que pour nous, ce n'était pas la finalité. En fait, pour moi, dans un parcours sportif, alors c'était, tu vois, à l'époque, le taux de pénétration en France, c'était 4,5%, je crois. Si je reprends un peu les chiffres, c'était ça. Et du coup, pour moi, il fallait accompagner au-delà de ça dans le parcours sportif. C'est vrai que les gens, au départ, ils vont partir à découvrir de la machine, etc., avoir un peu de suivi, mais dans leur parcours, après, ils aiment bien toucher aux cours collectifs, etc. Donc après, on a mis les cours collectifs en place. Et le but, c'était vraiment d'augmenter aussi notre rétention client. Et on a aussi, à l'époque, si tu veux, rassemblé le meilleur des deux mondes, qui pour moi, l'ambiance d'un club traditionnel, avec de l'équipement de qualité, de l'humain, des coachs et tout à l'intérieur,
avec les avantages qu'avait à l'époque, on appelait ça des clubs low cost, mais à l'époque, tu t'appelais low cost parce que tu faisais du 6-23, 7/7. Et en fait, je dis, bah oui, effectivement, le sport, c'est de la liberté et c'est peut-être au club traditionnel, des fois, de glisser un peu vers ça pour proposer à des clients qui ont besoin de cet avantage pour pouvoir faire plus facilement du sport et consommer leur abonnement. Et donc, du coup, on a fait ça et c'est parti. Là, on a vite trouvé notre cible et notre terrain de jeu et du coup, on a fait évoluer nos clubs comme ça. Et Est-ce que tu as été surpris entre le fait d'avoir cette idée-là, de construire ce club et cette vision-là que tu avais eue du passé? Est-ce que quand tu as lancé ton club et par rapport aux premiers clients ou autres, est-ce que tu as été surpris de certaines choses ou ça s'est passé entre guillemets comme toi tu l'imaginais? alors, j'ai pas eu vraiment de surprise en fait. Ça a plutôt confirmé ma vision que j'ai, c'est-à-dire de quelqu'un qui, par exemple, est un newbie vraiment qui démarre dans une salle de sport et qui, au bout d'un an ou un an et demi, se dit bah ouais, j'ai un peu fait le tour et du coup, je vais dans un club où il y a une vraie prestation avec des cours collectifs, du suivi, encore plus de coaching, etc. Et ça m'a plutôt euh, persuadé que là, j'avais trouvé la bonne recette, en fait. Et là, 10 ans, plus de 10 ans après, ta vision du marché, est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle a évolué? Dans quel sens? Si Ah, elle a évolué? bien entendu, je pense qu'aujourd'hui, le marché, déjà, il n'est pas le même que ce qu'il était quand j'ai démarré, hein. On est déjà au double de pratiquants en France par rapport à il y a 10 ans, enfin, il y a même 12 ans maintenant. Je pense qu'il s'est en plus profondément muet pendant le Covid aussi, avec l'arrivée de plateformes en ligne où les gens font du sport à l'extérieur, les applications, etc., où les gens puissent faire aussi du sport chez eux. La digitalisation dans notre marché a été assez nettement accélérée pendant ce marché-là. Donc, ma vision, elle a bougé, effectivement, où je me suis dit, effectivement, va falloir un petit peu bouger les lignes. Avant, on était sur du tout compris chez Wake Up Form. Maintenant, on développe aussi des options pour upgrader un petit peu aussi notre prestation. Et oui, effectivement, ma vision, elle a bougé et encore heureux. Si aujourd'hui, j'étais vraiment resté dans le modèle que j'ai eu il y a 10-12 ans, je serais certainement plus de ce monde en tant qu'entrepreneur ou en tant que marque. Néanmoins, j'ai quand même quelques certitudes, alors après qui sont les miennes, hein. Je pense néanmoins on est sur un marché en France qui est encore natif, qui n'est pas encore consolidé, il y a encore des belles choses à faire, mais avec ces particularismes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois dans tout secteur d'activité, je sais, par exemple, tu prends la marque Decathlon, quand ils ont commencé à implanter des magasins en Pologne ou dans les pays de l'Est, ils ont été confrontés à ce que personne connaissait les marques Decathlon. Donc, ça ne marchait pas, et donc ils ont réintroduit les marques pour justement vendre après leurs produits à côté. Et ben là, c'est un peu pareil. Je pense qu'en France, dans le fitness, il y a quand même le particularisme où on reste des latins de, de, de culture et on aime l'échange et l'humain. Et je pense quand même que si on arrive à faire des clubs avec un vrai accompagnement et de l'humain, notamment dans les zones de province où on n'a pas une densité urbaine qui est énorme, donc tu ne peux pas te permettre aujourd'hui de faire renouveler 70% de ta clientèle. Tu dois plutôt être sur un taux de rétention de 70% de tes clients. Ça, c'est une certitude que j'ai. Donc, je pense que justement, il faut qu'on continue d'appuyer là-dessus. Après, c'est comment l'améliorer sans faire exploser effectivement le business model avec une masse salariale pléthore, etc. Donc voilà, ça, c'est les quelques certitudes que j'ai. Aujourd'hui, c'est sûr que tu ne peux plus simplement mettre des belles machines dans un club, un beau cadre, et tout doit être pensé. La circulation, les équipements, la qualité des équipements. On voit aujourd'hui des enseignes comme Oner, etc., qui font des concepts même architecturaux très chiadés, tu vois.
pour être instagrammable. Donc tout ça, il joue énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment tout penser. On ne peut plus faire des clubs de bricoleurs comme certains l'ont fait il y a 12 ou 15 ans. Moi, j'ai vu des clubs, quand je livrais des clubs chez Matrix, des fois, et les clubs étaient en pré-ouverture, et même pas le sol de poser, mais on posait les machines avant que le club soit fini en travaux. C'est pas les machines aujourd'hui qui font venir forcément les clients. Ça va être un concept global. Et c'est là où ça a aussi un peu évolué, quoi. Les défis pour toi, pour avoir justement, ce que vous avez expliqué, licence de marque, franchise, ça a été quoi les gros défis pour partir d'un club et puis monter une franchise? Les plus gros défis que tu as rencontrés au cours de de l'organisation et tout? Disons que quand tu arrives à 28 ans, présenter un business plan d'une salle de sport en 2008, le premier défi, c'est de trouver un financement. Ouais. Non, mais c'est vrai, je pense qu'on a un secteur, malheureusement, où il s'est passé tellement de choses que le code APE est un peu blacklisté. Faut vous dire ce qui est auprès des organismes financiers. Ils ont encore vraiment des a priori sur nos activités, sur notre secteur. Bon, à juste titre, hein, sur certains trucs, Mais il y a on eu, peut pas il y leur a eu, donner il y a eu- tort. il y a- ouais. On peut pas leur donner tort. Aujourd'hui, c'est vrai que le premier défi, ça a été un peu ça, d'être accompagné. Donc, on a beaucoup autofinancé notre développement aussi, avec nos propres trésoreries. C'est un peu frustrant parce qu'on dit, au bout de 12 ans, on a quand même de la confiance. Donc, voilà. Mais on a l'impression que, voilà, même si on a un savoir-faire qui est prouvé, on a plus de 10-11 ans de bilan, etc. Ah oui, même aujourd'hui, c'est encore malgré le. Des preuves, bien entendu. Donc maintenant, ça va quand même mieux. Mais ça, c'est les premiers défis. Après, c'est de bien s'entourer. Faut bien s'entourer. Faut trouver. En fait, dans le développement, aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention à l'attache des valeurs de la boîte. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les personnes. Je préfère pas signer si c'est pour signer, en fait. Moi, je ne suis pas du tout et encore plus maintenant, je ne l'étais pas avant, mais je le suis encore plus maintenant. En fait, je pense que quand tu es franchiseur et que tu transmets, ou même en licence de marque, à la limite, on devrait aborder le sujet du recrutement. Il faut des personnes qui adhèrent à tes valeurs. Sinon, parce que c'est l'image de la marque de toute façon, qui empathie. Et en fait, maintenant, je suis beaucoup plus. Je préfère te dire, j'ai eu des candidats, mais je préfère pas signer si vraiment je sens qu'il n'y a pas des valeurs qui sont communes, quoi, et qu'on ne se rejoint pas sur une direction de marque, sur une politique commerciale, etc. Comment tu le vois, ça, du coup? Comment tu arrives à le détecter aujourd'hui? Aujourd'hui, déjà, on a tout un cursus avec le prospect. On fait plusieurs échanges, des questionnaires un petit peu où ça va pouvoir nous permettre un petit peu de cibler un peu les valeurs de la personne, qui il est en termes de c'est quoi son mindset, tout simplement. Après, effectivement, on cible aussi davantage par l'apport. Moi, des fois, je me suis arraché pour des gens qui avaient à peine 20 000 balles d'apport. J'arrivais à leur sortir des clubs. Et au final, quand ils ont commencé à gagner un peu d'argent, ils ont dit, en fait, c'est pas grâce à toi. Tu vois, donc on a eu pendant le Covid, on a vécu un truc un peu bizarre. Je ne vais pas m'étaler parce qu'on a une procédure là-dessus, mais c'est là où je me suis confirmé qu'il fallait vraiment qu'on muscle notre jeu sur le recrutement, et qu'aujourd'hui, si les personnes sont, je sens pas des personnes qui sont attachées à des valeurs comme la loyauté, avoir un bon management, être bienveillant avec ses équipes, être rentable, oui, c'est bien, mais tu peux faire du business proprement avec tes fournisseurs, etc. Ça reste à la porte, quoi. Clairement. Moi, je fais pas des clubs et je signe pas avec des franchisés pour les mettre non plus à la casse.
Donc, si je sens que c'est un peu fragile et que ça, parce que c'est un défi d'entreprendre, même si on est accompagné par une franchise, il faut être solide. Et donc, du coup, je préfère pas signer, en fait. C'est qui aujourd'hui le persona que tu recherches? C'est des gens qui sont issus du milieu? C'est pas des gens. Enfin, moi, si voilà, je suis intéressé par la franchise, comment ça se passe? Alors, c'est pas forcément être du milieu, en fait. Ouais. Moi, en fait, je m'attache aux personnes. Comme je te dis, j'aime bien rencontrer plusieurs fois nos candidats, etc. Leur demander ce qui est important pour eux, c'est quoi aujourd'hui, pourquoi ils vont vers ce métier-là et pourquoi ils ont envie de monter un club de forme. Si quelqu'un me dit demain, oh, moi, c'est juste pour de la rentabilité, c'est pas forcément le profil qu'on recherche. Moi, je préfère avoir un candidat à la limite qui va être dans son club parce que c'est sa passion et qu'il est passionné par l'humain, ce qu'il va pouvoir apporter à la collectivité en mettant un club de proximité qui va être commerçant, parce que souvent les gens l'oublient, mais un club de sport, c'est aussi un commerce, donc il faut le gérer en bon père de famille. Et puis, en fait, ça va être plus ce profil-là. Alors après, ils ne sont pas forcément sportifs. Moi, j'ai des gens dans le réseau qui n'étaient pas forcément issus du sport ou des coachs, qui étaient par exemple des commerciaux fatigués de faire la route, de faire 90 000 km par an, mais par contre qui étaient amoureux de l'humain. Et c'est ça, Ok. pour moi, le plus important. C'est pour faire ce métier, il faut vraiment aimer l'humain, il faut être empathique, il faut être à l'écoute. Et pour bien s'occuper d'un club et de ses équipes, il faut vraiment avoir un bon profil empathique. Donc, et j'ai des gens aujourd'hui qui ne sont pas du tout du secteur du fitness, mais ils s'occupent très bien de leur club, même mieux que certains qui étaient du milieu, parce qu'ils ont des automatismes avec le regard extérieur, de dire bah, moi, en fait, qu'est-ce que je recherchais dans un club, pourquoi je n'adhérais pas encore dans un club bah, c'est Hmm. parce que moi, j'aurais aimé que le club soit comme ça et qu'on s'occupe comme ça de moi. Et ça, c'est très, très bien. Moi, c'est ce Ouais, que je c'est bien que des personnes justement extérieures, je pense aussi à un moment donné du fitness, c'est évident. viennent regarder un peu parce que bah, nous, on est tellement la tête dans le guidon qu'il y a des fois, on voit même pas des choses voilà, que des personnes qui sont en dehors et c'est vraiment, moi, ça fait quoi? Ça fait un petit peu plus de 20 ans que je suis dans le fitness et c'est vrai qu'une des choses qu'on nous dit souvent, le taux de pénétration, il est très faible parce qu'on se concentre toujours sur les mêmes personnes, c'est-à-dire les gens qui sont déjà sportifs, entre guillemets, c'est simple de les faire venir au club. Mais on oublie que il y a 90% de la C'est population ça. qui n'est pas dans nos clubs et comment on peut faire pour C'est ça. pas tous les amener, mais en tout cas essayer On arrive un d'agrandir le peu. cercle, agrandir le gâteau, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je m'attache à ça et je pense que c'est une grande richesse, justement, qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent dans notre secteur d'activité parce que du coup, ils amènent aussi leurs pattes. Et voilà, c'est des belles réussites, hein. Très souvent, moi, j'ai des personnes aujourd'hui dans le réseau qui ont fait plusieurs clubs avec nous et ce n'étaient pas des gens issus du fitness ou même des sportifs. Mais par contre, ils avaient une vraie idée de ce qu'ils voulaient apporter à leurs clients. Et un vrai volontarisme de faire bien, quoi. Et du coup, ça y fait énormément. Ça y fait énormément. Et les gens qui viennent te voir, c'est quoi? Ils sont dans une ville, ils ont vu enfin, ils ont connu Wake Up, ils se disent tiens, ça serait intéressant de mettre un club là. Comment ça se passe? En fait, on a plusieurs plateformes pour recruter des investisseurs ou des candidats. C'est vrai que nous, Wake Up, ça s'est beaucoup fait au départ, un peu dans le format familial. Tu vois, j'ai un cousin qui a monté un club, etc. Et puis ensuite, j'ai des gens aussi qui avaient des clubs indépendants, qui ont rejoint le réseau parce qu'ils ont vu qu'aujourd'hui, hein, entre être indépendant, dépenser beaucoup pour avoir un minimum de couverture sur les réseaux sociaux, etc., ils se sont dit, bon, finalement, ça va me coûter moins cher de rentrer dans un réseau et d'avoir tout un panel marketing, un savoir-faire, pouvoir échanger et partager avec les membres d'un autre réseau, c'est aussi consolidant. Et donc, du coup, ouais, on a, c'est assez disparate. Mais moi, j'ai démarré, il y a des gens qui étaient même adhérents dans nos premiers clubs.
Puis ils se sont dit, bah ouais, on a vu que vous vous déviez au plié, j'ai volonté de partir rejoindre ma femme dans cette région, etc. Et voilà, ça démarre comme ça. C'est Ok. souvent des gens même qui ont quand même goûté à l'ambiance d'un wake-up. Ouais. Ok. On a aujourd'hui en franchisé, on a des personnes ouais, qui étaient adhérents. Tu vois, ma dernière franchisée, là, Elodie, qui a ouvert Ali sur la Sorgue, a connu la marque et le concept par le club qui était implanté à Saint-Rémy-de-Provence. Donc voilà, c'est que ça lui a plu. On s'est rencontrés plusieurs fois et puis après, bah, elle a vu qu'en fait, nous, on était assez diligents dans nos actions, hein. C'est-à-dire que je l'ai assisté pour trouver le local, assisté dans toutes les étapes. J'ai été là à son installation de club, pendant les travaux, etc. Et du coup, on l'a vraiment assisté. Et du coup, voilà, aujourd'hui, c'est une vraie belle réussite. Mais après, on a aussi des gens qui étaient coachs, qui au départ voulaient monter un club en indépendant, Mhm. parce qu'en fait, les gens, des fois, se disent, ouais, de toute façon, les franchises, c'est pas pour nous. Nous, on est professionnels du métier, on tient à cette indépendance, etc., ce qui est tout à fait louable. Mais ce qu'ils oublient souvent, c'est qu'ils restent des commerçants indépendants, même s'ils font partie d'un réseau de franchise. Et moi, tu vois, je m'inspire beaucoup de ce que j'ai connu chez Intersport, pour qui j'ai bossé pendant 11 ans. Et Intersport est la marque numéro 1 dans le monde, hein, par ailleurs. Souvent, peu de gens le savent, mais c'est quand même la, Ok. la marque numéro 1 dans le monde en termes de magasins de sport. Et du coup, chaque magasin a quand même sa politique commerciale, etc. Ils n'ont pas non plus d'imposition que ça, en fait. Sauf qu'ils C'est ont une franchise Intersport? Ouais, non, non. c'est un groupement. Ah, groupement. Ok. C'est un groupement. Mais ça reste voilà, des gens qui sont sous une même bannière, mais une même bannière avec des mêmes valeurs. Mais par contre, ils ont au sein de leur magasin un cadre, mais ils peuvent apporter aussi certaines choses dans leur politique commerciale. Et moi, je me suis beaucoup inspiré de ça parce que du coup, même si je faisais partie d'Intersport, moi, tu vois, j'ai pu référencer des marques comme qui n'étaient pas au catalogue, mais de la centrale, mais qui étaient des marques que moi je voulais apporter techniquement dans le magasin, en running Mizuno, tu vois, des marques comme ça. Ouais, ils sont force de proposition Oui, pour c'est ça. améliorer le Et concept. derrière, ça fait aboutir à des référencements en fait. Donc, Ouais. en fait, c'est aussi la richesse de tout à chacun sur lesquels on peut s'appuyer. Moi, tu vois, j'ai des franchisés aujourd'hui, ils sont vraiment moteurs même pour le groupe, tu vois, pour les autres. Tiens, j'ai partagé avec ce fournisseur-là, c'est peut-être intéressant de le référencer. Et c'est un travail qui est très, très enrichissant, très, très collaboratif, parce que on a des personnes issues de différents milieux. Tu vois, j'ai des franchisés qui étaient dans le digital, par exemple, qui nous apportent aussi leur expertise sur certaines choses. Donc, moi, je trouve ça top, en fait, parce que du coup, ça nous permet vraiment d'avancer bien et sereinement, quoi. Ouais, moi j'ai un groupe mastermind avec des personal trainers où on échange chaque semaine et tout. Et je pense qu'effectivement, la force, c'est un peu on le voit bien, le modèle indépendant et qui est compliqué quand tu es seul face à tes problématiques ou autres. Mm. Voilà, le fait d'être dans un groupe, ça permet d'échanger, comme tu dis, ça permet de se remettre en question, de regarder ce que fait bah, moi je fais comme ça, moi je fais comme ça, moi je fais comme ça. Mm. Puis ça nous donne pas mal d'idées pour avancer beaucoup plus vite, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça aussi, je pense que le modèle franchise, que ce soit dans le fitness ou de manière générale en France, c'est un modèle qui fonctionne plutôt bien. Enfin, je sais pas là ce qu'il en est depuis avec la Covid, s'il y a eu des ralentissements, mais enfin, en tout cas, la franchise en France, ça fonctionnait plutôt pas mal. Bah, je pense que c'est ceux qui ont les plus vite redémarré, en fait. Hum. Ceux qui ont plus vite redémarré. Après, c'est vrai que nous, tu vois, même pendant le Covid, moi, je faisais des visios quasiment hebdomadaires où moi ou mon animateur réseau pour expliquer, bah, tiens, là, il y a la nouvelle aide gouvernementale, il faut aller sur tel site pour vous déclarer, etc. Demandez ça à votre comptable, etc. On a vraiment fait des tutos quasiment toutes les semaines, voire tous les 15 jours sur scène pour vraiment aider les gens, quoi. Donc, bah, c'est vrai que ceux qui étaient un peu seuls là-dedans, Hum. fallait aller à la pêche aux informations, etc. C'était pas évident. Donc, on a essayé de rester proactif et c'était bien, justement.
Et tout le noyau dur qu'on a, nous, aujourd'hui, dans le réseau, tu vois, j'ai aujourd'hui des gens qui sont depuis plus de 10 ans dans mon réseau. Donc, si on n'était pas bon, ils n'auraient pas monté plusieurs clubs et ça ne ferait pas 10 ans qu'ils seraient aujourd'hui dans le réseau. Je voyais sur le site là les conditions d'accès, donc implantation 20 000 habitants, local 400 mètres carrés, c'est à peu près par rapport à tous les wake up le standard, ou ça dépend aussi un petit peu? Voilà, en fait, nous, notre force, c'est pouvoir s'adapter aussi aux porteurs de projets, mais aussi par rapport à la zone où ils souhaitent s'implanter. Okay. Nous, on va en gros dimensionner le projet en fonction de l'apport de la personne, donc sa capacité à emprunter, du projet, du lieu d'implantation. Et donc, c'est ça nos vraies forces. C'est-à-dire que voilà, on peut lui faire le club sur mesure. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant d'avoir un petit club à 500 mètres carrés ou un club à 1500, 2000 mètres carrés? Est-ce qu'il y a une logique là-dedans? Alors, ou ton idée par rapport à ça? Alors moi, mon idée aujourd'hui, je dirais que la taille idéale, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait avec les 2 derniers projets, où c'est même de la construction de bâtiments, on fait du 750. Ça nous permet d'avoir des clubs rapidement rentables, de bien maîtriser les charges fixes, donc loyer, etc. Ça nous permet aussi de maîtriser les charges calorifiques du bâtiment. Et c'est vrai que des fois, tu vas avoir entre un 750 et un 1000 mètres carrés, très peu d'écart en nombre d'actifs. Par contre, la marge va être pléthore par rapport à un 1000 mètres carrés. Et alors après, dans des grandes villes, moi, c'est vraiment ce que je défends. Je pense qu'aujourd'hui, ça reste la France, des méga stores de 3 4 000 mètres carrés, c'est pas forcément ce que vont rechercher aujourd'hui les gens. Ils vont rechercher plutôt des clubs à taille humaine et de proximité. Donc, c'est vrai que moi, tu vois, par exemple, dans des grandes villes, je vais rarement au-dessus de 1200, 1500 mètres carrés. Okay. Parce que je veux garder cette dimension humaine des clubs Wake Up Form où aujourd'hui, on met de l'humain dedans et d'avoir des clubs vraiment à taille humaine. Je me défends avec ce terme, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, mes clients, je ne veux pas que ce soit des numéros de contrat parce qu'on en a 5000. Je préfère que mes clients soient des noms, des prénoms, des programmes, des évolutions. Voilà, c'est ce que je défends en tout cas, moi, au sein de notre concept. Et sur un club de 750 mètres carrés, combien de membres on peut mettre par rapport aux surfaces et tout? En moyenne, nous, nos clubs, on tourne à 1,5 membres au mètre carré. Ok. Quand vraiment le club. Je veux pas. En fait, je suis pas dans une dimension de surbooker nos clubs. Donc, c'est vrai, quand on dit qu'on a à peu près 2 adhérents au mètre carré, ça commence à devenir compliqué. C'est un peu la table. Donc, on essaie tout le temps d'arriver dans ces scopes-là. Et ça va parfaitement. Et après, en termes de services, vous avez développé des services annexes, des choses comme ça? Tu nous parlais un petit peu, voilà, au début, c'était que la partie cardio-muscu. Il y a eu les cours collectifs. Quelles sont les idées aussi d'amélioration par rapport à ça? En fait, moi, j'ai mis du temps pour sélectionner un petit peu, travailler surtout sur notre digitalisation. Donc, moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, les clubs ont quasiment tous avoir un peu la même offre de service. Ce qui va se défendre derrière, c'est le parcours client. Quel parcours va avoir le client quand il va évoluer au sein du club? Donc, c'est vrai, par la digitalisation, moi, mon objectif du digital, c'est grâce au digital de faire plus d'humains. Je m'explique. C'est-à-dire que sur des stages qui sont chronophages, la tâche commerciale, par exemple, faire une visite de club, expliquer les différents services, etc., je pense qu'aujourd'hui, les gens s'attendent à peu près à ce qu'ils vont avoir en termes de notion de service dans un club. Donc, s'ils peuvent conclure une vente sur un site internet, ça me va très bien. Par contre, quand il a conclu sa vente, qu'il a un rendez-vous
avec le coach où on va pouvoir, à sa première séance, évaluer son potentiel, cerner ses besoins, lui faire un programme et d'avoir vraiment une prise en charge du client. Si ça peut être fait grâce au digital maintenant, grâce à notre appli. Hein. Aujourd'hui, on travaille avec une appli, on peut faire des tests de force, on peut faire plein de choses, des anamnèses santé, etc. C'est vraiment mon objectif aujourd'hui, de gommer un peu toutes ces tâches qui étaient très, très chronophages au départ, parce qu'aujourd'hui, les gens, 90%, quand ils ont décidé de s'inscrire, ils s'inscrivent. Ce qui va compter, c'est justement ce qu'ils vont avoir perçu du concept et du club. Si ils vont dans un club où ils perçoivent que c'est juste je viens m'entraîner, je mets mon casque et je me casse, voilà. Après, si c'est un club où ah tiens, on m'a dit on m'a accueilli, on m'a demandé voilà quels étaient mes objectifs, j'ai fait une séance voilà où j'ai été encadré, j'ai passé un super moment en cours collectif et puis bah, quand je suis parti, on m'a dit au revoir. Et ça m'a donné envie de revenir. Moi, voilà, c'est ce que j'essaie de défendre en termes de parcours client. Après, on a développé des options au sein de Wake Up Form avec des outils tels que, tu vois, de l'impédance-métrie, où on met en option ce parcours santé avec une option à 10 € plus par mois. Et ensuite, on a le e-club corner, qui sont un circuit e-gym, pour que les gens puissent tester aussi le renforcement musculaire avec la solution e-gym, où là on est à 15 € de plus par mois. Et puis on développe aussi tout ce qui est des options de cross and box, où on a fait des espaces avec des cours travaillés CrossFit et puis box, mais sans opposition, où c'est également des options. Voilà. Donc, on cultive un peu le small group training à travers ça et ça marche bien. Et du coup, c'est bien parce que, en plus, les coachs, voilà, ils ont un public en face qui est vraiment en recherche, quoi. Et donc, du coup, il ne fait pas ça juste pour essayer ou par dépit. Là, ils sont vraiment en recherche de ce type d'activité. Tous ces services annexes, donc là, si moi j'ai l'offre de groupe, il y a un système de réservation, tout ce qui est système de réservation en ligne et tout est. Ouais, vous avez. Ok. En fait, on a vraiment accéléré sur le digital pendant le Covid. En fait, moi, j'avais un cahier des charges. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens avec des applis déjà en main sur le marché. Et en fait, ce qui me chagrinait un peu, si tu veux, c'est que alors moi, des fois, je peux paraître quelqu'un qui prend beaucoup mon temps pour le décisionnel. Donc, je sais que des fois, quand tu es en tête de réseau, bah, tu as des franchisés, ils sont prospectés par des commerciaux. Ah bah si, mon appli, elle est géniale, etc. Et ce qui m'embêtait, c'est que certains choisissaient tel outil, l'autre un tel, etc. Et on n'avait pas une certaine uniformation de modélisation de travail. Ils étaient pressés de prendre une application, mais au final, quand ils ne se servaient qu'à 10% de leur outil. Enfin, les capacités de leur outil. Et moi, je trouvais ça un peu ridicule, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a pris notre temps et on a travaillé sur notre cahier des charges pour vraiment avoir une appli et choisir la meilleure appli qui, pour nous, parce que quand tu choisis un outil, il ne faut pas le choisir juste parce que on me fait un peu pression, mes affiliés me font un peu pression. Il faut absolument que je prenne tel ou tel outil. Il faut rester droit dans tes bottes et te dire, moi, voilà, c'est ce que je souhaite apporter dans la longévité du concept et dans la stratégie digitale du concept. Et c'est là où là, j'ai vraiment voulu appuyer. Et du coup, on est passé en franchise parce qu'on a mis tout un écosystème avec le digital au sein de Wake Up Form. Et en fait, quand on a mis l'application en place, si tu veux, tout le réseau a adhéré. Et au final, ils ont tous augmenté leur panier moyen. On a mis tout le système de réservation en API full avec Reservania, parce qu'on bosse avec Reservania sur la partie gestion. Et du coup, on a travaillé avec cette application. Et aujourd'hui, les clients ont vraiment un club dans leur poche, quoi. Et du coup, sur 10 personnes, enfin 10 prospects, il y en a combien qui achètent directement online et combien de personnes qui achètent directement dans le club en question? On est encore beaucoup sur la vente en club quand même. Okay.
Je pense qu'aujourd'hui, les gens aiment quand même bien voir sentir l'ambiance. Faut pas oublier qu'un club, ça reste un lieu aussi d'échange et de rencontre. Donc, mais les ventes en ligne augmentent. On a fait une progression 37%, je crois, cette année sur les ventes en ligne. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on voit que c'est en train de migrer, notamment auprès de la génération Z. Aujourd'hui, eux, ils font tout sur le téléphone. Donc, avoir un parc. Surtout que, ouais, pardon, je te coupe, mais surtout que les statistiques en plus que j'ai eues, c'est que quand c'est toi qui regarde un petit peu les différentes options, tu as souvent tendance à en rajouter plus dans ton panier que si tu étais avec la personne à l'accueil en train de dire ah bah tiens, je vais peut-être pas prendre ça. Alors que là, tu es devant ton smartphone, hop, tu cliques sur les options et généralement le panier moyen est plus important C'est ça. quand c'est toi qui entre guillemets, est ton propre Ouais, commercial, quoi. Ils sont dans le salon et du coup, ils se disent oh bah ouais, tiens, ils ont le PC sur les genoux ou la tablette et puis ils se disent bon, tiens, je vais tenter ça sans engagement de durée, parce que nous, on a plusieurs formules, mais dont notre formule phare, c'est le sans engagement de durée, parce qu'elle était en place dès 2009 chez nous. Et donc, du coup, c'est une formule qui fonctionne très, très bien. Et donc, ouais, c'est quelque chose, on va continuer d'appuyer effectivement sur de la vente en ligne, d'accélérer en tout cas ce parcours-là. Ouais. Et le coaching, personal training, vous avez testé? Il y a des choses qui sont. C'est un gros débat chez nous. Ah, Le ok. training. Alors, le personal training, moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'il faut mettre en place et qui peuvent être bien pour un club. Maintenant, c'est vrai que nous, tu vois, on l'a fait même des expériences qui ne sont pas toujours très fructueuses, puisque, tu vois, au départ, tu vois, j'avais pas vraiment des gens qui se tournaient vers du personal training. C'était, si tu veux, moi, j'ai jamais vraiment travaillé avec des freelances, tu vois. Moi, c'est quand je prends un coach, je parie sur une personne, donc je le salarie, je le prends en CDI. Mon but, c'est quand même de le former, de le faire évoluer, de leur proposer pourquoi pas un plan de carrière pour les meilleurs qui sont coachs, pour passer derrière manager et puis qui puissent potentiellement, pourquoi pas, après monter leur club. Donc, j'ai toujours essayé de travailler comme ça. Et du coup, on n'avait pas forcément des profils qui étaient vraiment tournés sur du personal training, parce qu'ils n'en avaient pas forcément le temps aussi. J'ai commencé à avoir des coachs qui veulent faire du personal training, parce qu'ils disent tous, ouais, on va être coach, faire du personal training, on se met sur Instagram, ça va marcher tout seul. Et c'est un peu le problème. C'est-à-dire que quand tu commences à mettre un peu un cadre avec ces gens-là, moi, j'ai eu des expériences comme ça, où on leur dit, bah, voilà, on va te proposer par exemple un loyer, tu utilises nos équipements, tu as accès à notre clientèle, bon, tu accueilles tes clients aussi d'extérieur, voilà, il faut que tu payes un loyer. Et quand on leur met les contrats en face, ah bah non, finalement, je ne peux pas payer ce prix de loyer, etc., etc. Et alors, c'est peut-être un problème de présentation chez nous, ça peut l'être, mais je pense aussi que j'ai peut-être pas eu les bons profils pour proposer ce genre de trame. On a bossé dessus, en tout cas, on a volonté à le faire, mais on le fera avec des coachs qui ont vraiment la volonté de développer le personal trainer. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on est dans les petites villes, donc tu vois, ils n'osent pas trop, ils sont un peu dans le en même temps. Il faut que je garde une sécurisation salariale, mais à côté pour développer mon entreprise. Et puis, dès que ça marche un peu sur l'entreprise, ils baissent les heures. Et puis, voilà, ils ont du mal à faire des choix. Ouais, alors que moi, si je devais redémarrer de zéro, c'est clair que j'irais dans un club parce que, enfin, ce que je dis au coach, le meilleur environnement pour démarrer un business, c'est Mais dans oui. un club de fitness, quoi. Il y a déjà, entre guillemets, des gens qui s'entraînent, qui payent déjà une prestation et c'est plus facile de les upgrader vers un service de valeur supplémentaire, quoi. Mais quand tu leur donnes les exemples, mais tu vois, c'est au niveau du recrutement aujourd'hui où c'est plus difficile, mais même du recrutement. Alors, je ne sais pas si c'est un choc un peu générationnel qu'on a. Je pense qu'il y a aussi une vraie problématique en France, et là, c'est politique, où aujourd'hui, il faut encourager les gens à travailler et pas rester chez eux. Ça passe même à l'école, où aujourd'hui, il faut arrêter de dire à l'école. Faut révolutionner l'école. Moi, je me rappelle, même quand j'étais en BTS alternance, et pourtant c'est dans des écoles privées, on me disait, ouais, vous aurez votre BTS, vous allez pouvoir avoir un poste de cadre. Génial, on va démarrer au SMIC comme tout le monde.
en tant que vendeur. Et puis, si on fait nos preuves, peut-être qu'on sera cadre ou agent de maîtrise, mais pas contraire. Arrêtez de vendre ça aux gens. Mais tu sais, c'est un peu le problème. Les gens ne font pas forcément fi de la réalité, en fait. Et moi, tu vois, aujourd'hui, c'est vrai que quand j'ai des jeunes coachs, je leur dis, mais moi, je ne suis pas coach de métier, mais je suis un passionné de sport. Et j'aime bien regarder les coachs qui sont un peu tendance, voir ce qu'ils font, suivre des coachs sur Instagram. Même pour moi, personnellement, quand je me remets au sport, j'aime bien, tu vois, et ils n'ont pas de veille, en fait. En fait, je pense que dans les formations des PGEPS à GFF ou de coach, il faut vraiment inclure un module un peu commercial, comme quand tu es commerçant, où tu dois avoir une veille informationnelle, une veille concurrentielle de ce qui se fait et des tendances, etc. Et alors, il y en a qui le font très, très bien. Mais aujourd'hui, des fois, j'ai des mômes qui sortent d'école, ils se disent, ouais, ça y est, je suis coach, ça y est, j'ai ma carte pro, je suis coach. Je dis, non, tu vas le devenir. Maintenant, tu as ta carte pro, tu es autorisé à le devenir. C'est juste le début, en fait. C'est juste le début. Et du coup, voilà, moi, je m'efforce à leur dire, inscris-toi dans un parcours de formation, reste en veille informationnelle sur ce qui se fait, les tendances, etc. Sois plus avenant envers tes clients. Des fois, arrête de leur parler de technique ou d'employer des termes techniques pour les coacher. Ils ont juste besoin de passer un bon moment avec toi et que tu leur expliques avec un langage qu'ils puissent assimiler. Mais bon, tout ça, voilà, je pense qu'il faut créer des passerelles entre nos métiers, en fait. Je pense que des fois, moi, c'est ce que j'ai dit dans certaines écoles, il faut faire intervenir des responsables de club qui ne sont peut-être pas coachs, parce que des fois, on a du mal à les manager parce que du coup, ils disent, ouais, mais toi, tu es commercial, tu n'es pas coach. Tu ne connais pas mon métier. Et en fait, c'est des vrais passerelles qu'il y a à faire. Moi, des fois, en tant que directeur d'enseigne, j'arrive dans des clubs pour faire la visite qualité et puis je leur dis, non, mais là, ton accueil, il n'est pas bon, quoi. Ah, mais c'est pas mon travail. Ah, écoute, si, un petit peu quand même, tu vois. Parce que si tu veux être un bon coach, il faut que tu sois plus avenant. Quand des fois je leur dis, bah là, tu vois, les machines, elles sont dégueulasses. Ouais, mais c'est pas mon taf. Bah si, parce que tu les utilises. Et si vraiment tu as une conscience professionnelle, tu te dois de nettoyer la machine parce que tu l'utilises. Et même si tu veux développer ton coaching, je pense que tu aimerais travailler dans un bon environnement, oui. Mais tu vois, je pense qu'il faut casser un peu ces codes-là. Mais bon, après, voilà, ça se passe bien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu procrastiné, le personal training et la mise en place du PT. Alors, il y a des régions où ça marche bien. Par exemple, Romain à Saint-Rémy le fait très bien. Il a des coachs. Bon, voilà, c'est des coachs qui ont de l'expérience, qui sont habitués au PT, qui sont habitués à payer un loyer. Et voilà, ils ne rechignent pas. Et ils marchent. Mais nous, dans notre région, je pense qu'il y a aussi un petit peu. Je ne sais pas, peut-être que culturellement, c'est pas encore très très ancré de prendre un PT et d'aller dans la salle avec et de payer en plus, quoi. Donc ils ont du mal à le développer. C'est quelque chose sur lequel faut qu'on travaille en tout cas, quoi. Où est-ce que tu veux emmener Wake Up, du coup, dans les 10 ans à venir? Bah moi, aujourd'hui, c'est vrai que le groupe a plus de 10 ans. On a fêté nos 10 ans pendant le Covid, c'est dommage. On était fermé. Maintenant, moi, j'ai toujours des très, très grandes ambitions pour Wake Up. Je pense qu'on a on veut garder ce groupe à dimension humaine tout en se structurant au fur et à mesure de notre croissance. Moi, ce qui me passionne avant tout, c'est aider les gens à entreprendre, à se révéler dans ce rôle d'entrepreneur, parce que c'est magique. Enfin, moi, je vois, j'ai une certaine émotion à chaque fois qu'il y a un club qui ouvre, parce que c'est comme si voilà, c'était un peu, je rouvrais encore un club avec une nouvelle équipe, et c'est le club du franchisé. Mais voilà, il y a cette attache, quoi. Je me dis, putain, c'est bien, on l'a livré, hop, il est propre, il est content, ça tourne bien, je regarde les chiffres tous les jours. Tu vois, hier soir, j'ai envoyé un message à un franchisé pour le féliciter parce que je sais voilà, qu'il est en ouverture et qu'il passe des caps importants en ce moment, donc c'est top. Et moi, j'ai envie d'aller très loin avec la marque, donc on s'est fixé un objectif à 2030 d'être à un réseau de 80 clubs. Maintenant, comme je te dis, je veux dimensionner ma croissance et la maîtriser.
et pas faire rentrer n'importe qui dans le réseau. Donc ça, c'est pour nous important. On veut des gens qui respectent la marque et ses valeurs, qui respectent aussi les autres franchisés. Je veux pas de franchisés qui se cannibalisent entre eux, c'est-à-dire que je vais pas vendre la même zone 2 fois à 2 franchisés différents. Et voilà, j'essaie de travailler avec cette éthique-là en tout cas, et ça fonctionne. Donc là, on a encore des candidatures on est en train de qualifier, et j'aimerais aussi m'exporter sur d'autres marchés. Je pense que j'ai une marque, j'ai 2 marques qui s'exportent pas mal en termes de nom de marque, et je m'intéresse de plus en plus au marché nord-africain, le Maroc. Je pense que c'est des secteurs qui sont intéressants. Voilà, moi je me fixe pas vraiment de limite. Je pense que je peux faire que cette marque soit très très grande. Et voilà, c'est mon objectif en tout cas. Est-ce que tu as des gros chantiers, là, des axes d'amélioration que tu as par rapport à… Là, tu nous as parlé un petit peu de tout ce qui est digitalisation. Il y a d'autres gros chantiers? Ouais, c'est la formation des coachs, justement. Voir à créer peut-être un partenariat avec une école de formation pour mutualiser nos savoir-faire tout à chacun, et justement peut-être créer, tu vois, une cellule un peu. Voilà, vous êtes coach, mais voyez plus loin que le métier de coach. Après, c'est peut-être vous serez dans 10 ans des responsables de club. Et donc, du coup, commencez déjà à assimiler les fonctions et les obligations de résultat d'un responsable de club, d'un chef d'entreprise. Donc, mentaliser aussi ses objectifs personnels, parce que c'est vrai que je suis très choqué avec la génération qui arrive, où ils sont motivés, mais ils ne sont pas dans la construction, en fait. Si toi, tu rejoins un petit peu ça, tu m'as demandé mes objectifs à dans 10 ans. Moi, dans 10 ans, si je peux passer les 120 clubs et avoir un groupe où j'ai pu internationaliser, voilà, ça, c'est mon objectif. J'ai toujours essayé de rêver très haut, et même si j'en atteins le tiers, je suis très heureux. Mais voilà, j'essaie de me donner toujours des objectifs élevés. Et je trouve que des fois, ça manque un peu d'objectifs, tu vois. Et moi, j'ai envie au travers de l'amélioration de l'information, c'est de pouvoir donner cet ADN-là, quoi. Aujourd'hui, voilà, faut… Moi, j'ai une petite théorie, c'est que l'école nous empêche un peu de rêver un peu grand, tu vois. On est un peu, j'ai l'impression que… Et moi, le premier, hein, je l'ai bien vu sur le fait de… Voilà, on est un peu… de toute façon, il faut que tous… Enfin, l'école est faite pour qu'on soit un peu tous formatés. Et c'est vrai que quand on sort un peu de la boîte, ça va pas. Et c'est vrai que souvent, quand on arrive sur le marché du travail, soit salarié encore plus, bon là, il y a le phénomène d'auto-entreprise, ça se développe et tout. Mais c'est vrai que l'auto-entreprise, voilà, ça nécessite d'avoir des compétences qu'on ne nous apprend pas. Je vois dans mon domaine. En fait. Ouais. C'est vrai que tu vois, j'écoutais dernièrement un truc qui est passé, un extrait d'une interview de Tony Parker, mais il a raison. Il a raison parce que, tu vois, aux États-Unis, quand tu vas aux écoles, il y a le terme sky is the limit. Et c'est vrai, en fait. Nous, dans nos écoles, moi, je me souviens quand j'étais même au collège, jamais j'ai eu un chef d'entreprise qui est venu ou un prof qui a dit voilà, vous avez 1 heure, une intervention d'un chef d'entreprise dans tel secteur d'activité parce qu'il y a de la recherche et du potentiel et qui va vous parler de son métier. Jamais. Moi, quand je suis parti en apprentissage, je me rappellerai toujours, tu vois, j'ai mon directeur de collège. Et là, c'est un cas d'école, hein, tu vois, parce que le mec, en plus, faisait de la politique, très à gauche en termes de parti, et il est devenu député, puis et était maire de la ville de Saumur par la suite. Et le mec, c'était mon directeur de collège. C'est vrai que j'avais un dossier qui n'était pas super en fin de collège, mais voilà. Et quand je lui avais dit que j'avais trouvé un apprentissage, il m'avait dit, pour les mecs comme toi, c'est une bonne voie de garage. Texto. Et donc, du coup, si tu veux, j'aime bien le rappeler, ça, parce que, en fait, c'est pour te dire, en fait, tu vois, tu parles beaucoup de mindset, toi, dans tes podcasts, mais c'est vrai, en fait, putain, c'est quand même dommage qu'aujourd'hui, on ait des profs qui aient ce discours-là. C'est destructeur, ça peut être destructeur pour des gamins qui sont fragiles émotionnellement, mais en plus,
c'est comment tu veux faire avancer le schmilblick, en fait. Peut-être qu'il y a des gens qui aspirent pas à être chef d'entreprise ou voilà. Mais pourquoi moi, je sais que même mon père le disait, hein, lui, il a arrêté l'école à 15 ans pour être aide familiale à l'époque, ça se faisait beaucoup. Et il a été dans les champs parce que son père lui dit va dans les champs, tu vois. Mais il aurait pu peut-être faire autre chose. Et en fait, je pense que c'est un pays qui est merveilleux parce que tout le monde peut avoir sa chance. Mais je pense qu'il y a encore qui a encore ses lunettes d'il y a 70 ans, en fait. Sauf que les Bah, générations. d'où l'importance d'avoir Voilà, soit dans notre famille des gens qui qui nous font des petits déclics, soit avoir, je sais pas, exactement. l'esprit de regarder un peu ce qui se fait en dehors du cadre. Et moi, pour avoir interviewé énormément de personnes, c'est souvent ouais, j'étais en échec scolaire ou ça m'intéressait pas. Bah oui, parce que bah, forcément, tes envies ou tes choses, on ne l'apprend pas à l'école, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que l'école, elle a un rôle prépondérant et nos gamins, hein, ils passent beaucoup de temps. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que c'est compliqué pour eux de se situer et de s'orienter. Alors que si on ferait découvrir, on ferait visiter des entreprises plutôt qu'un zoo ou ce genre de choses, des métiers, faire découvrir des choses, bah, à la limite, ça aurait du sens. Maintenant, malheureusement, l'éducation n'a pas forcément des budgets. Mm. Ça se délicte parce que il n'y a pas de volonté réelle politique de changer ça. S'il y en avait vraiment une, ça serait passé il y a déjà 50 ans. Et on reste avec les mêmes recettes. Donc on fabrique des gens, même des profs, en leur disant de toute façon, tu seras même toi aussi prof limité dans ta carrière. Donc faut pas Ouais, s'étonner si aujourd'hui on a des gamins qui sortent de troisième et qui ne savent pas où s'orienter. C'est difficile. Moi, j'en parle des fois parce que je suis toujours très curieux, donc j'aime bien parler avec même des profs, etc. Et même eux sont un peu frustrés, je pense. Il y en a certains qui sont frustrés parce que voilà, ils regardent les programmes, ils disent ouais, bon, on dessert la même chose tous les ans. Il n'y a rien d'enrichissant pour eux finalement. Même pour eux, même ouais. pour eux, même pour eux-mêmes, c'est pas du tout enrichissant. Et toi, avec ta casquette d'entrepreneur, la gestion du temps, c'est un des facteurs, importants quand on a une entreprise et plein de choses à faire. Comment tu arrives à tout gérer, à tout faire? Euh, J'ai un bordel organisé. Non. J'essaie En fait, moi, je bosse encore un peu à l'ancienne là-dessus. Tu vois, j'ai toujours mon cahier à côté de moi où je me note mes tâches, mes mails à traiter, etc. Et une fois que c'est traité, je raye. Euh, Maintenant, je sais bien m'entourer aussi. J'ai une bonne équipe. Bon, après, voilà, je fais pas des semaines de 35 heures, hein, ça va sans dire. Donc, je me lève assez tôt le matin. J'aime bien m'accorder un petit moment de sport, tu vois, avec petit gainage et machin, une petite routine matinale. Puis ensuite, j'arrive de bonne heure au bureau. J'essaie d'être assez proactif, traiter les choses rapidement. Et puis après, voilà, j'essaie quand même de couper le week-end, chose que je ne faisais pas avant. Avant Mmh. Covid, je bossais 7 sur 7, quoi. Et les franchisés pouvaient me contacter quasiment H24, même pendant mes vacances. Des fois, je répondais au téléphone, etc. Et il y a certaines choses qui me sont arrivées qui m'ont fait, en fait, ça sert à rien de s'investir autant pour des gens, des fois, qui ne te le rendent pas. Donc, du coup, j'ai voulu m'organiser différemment et gérer différemment mes priorités. Je suis amoureux de mon travail. Je pars du principe où j'ai la chance de travailler dans ma passion. Donc, c'est vrai que des fois, c'est difficile de lâcher la corde. Tu vois, Mmh. quand tu bosses dans ta passion, j'ai pas tous les jours l'impression de travailler, moi, si tu veux. Je visite des locaux, des clubs, je construis du projet, voilà, je fais des rendez-vous financiers. C'est des choses que j'aime, en fait. C'est vraiment des choses que j'aime, que j'adore. Donc, passer du temps là-dedans, ça pose pas de problème. Des fois, je peux travailler sur un prévisionnel, je peux bosser jusqu'à 22 heures, 23 heures, ça ne me pose pas de problème, tu vois. Mais Comprends. Mmh. voilà, je dirais que je suis assez dans mon travail, voilà, je suis tellement impliqué que le temps, je ne le vois pas passer. Après, dans mon organisation, j'arrive à tout caler. Maintenant, je suis très, très bien assisté. J'ai une animatrice réseau qui est vraiment top.
j'ai une équipe au bureau qui est top. Ou encore une fois, hein, c'est une affaire de valeur où tu vois, c'est des gens, ils vont pas laisser un franchisé dans un questionnement très très longtemps. Ils essaient vraiment d'être proactifs. À la com, c'est pareil, tu vois, voilà, elles savent sortir de leur calendrier ou de leur pour faire une urgence, il faut. Faut pas que ça se multiplie, mais voilà, mais voilà. Donc après, voilà, tout est structurel. C'est-à-dire que là, quand tu as un réseau d'une trentaine de clubs, c'est acceptable. Mais on construit notre team aussi en fonction de la croissance. Combien d'ouvertures prévues pour 2024 sur ceux qui sont actés là? Là, sur ceux qui sont actés, on devrait sortir entre 6 et 8 ouvertures là. Ok. Et pour ceux qui sont intéressés du coup par la franchise, comment ça se passe? Où est-ce qu'on les dirige? Où est-ce qu'ils doivent aller? Bah, nous, on a un site internet où vous pouvez prendre contact directement avec moi. C'est moi et Sandra, mon assistante, mon animatrice réseau qui reçoit les mails. Ensuite, entretien, en général, le premier entretien, on le fait assez rapidement en vidéo. Ensuite, rencontre dans un club, on visite des clubs pour montrer un peu le concept. Et puis ensuite, voilà, échange sur le partage des valeurs. Et puis, par la suite, voilà, toute la partie contractuelle. Et puis après, c'est immersion dans des clubs pilotes. Assistance donc de notre part sur toute la construction du business plan, de l'étude de zone, du prévisionnel, du dossier bancaire. Ensuite, il y a toute la partie formation également, process de vente, etc. Process de gestion du club, transmission du savoir-faire. Et puis assistance après à l'ouverture. Assistance à l'ouverture. Ensuite, on fait des visites qualité environ toutes les 8-12 semaines dans les clubs. Après, on est quotidiennement en lien avec les voilà, clubs. en lien et en contact avec nos franchisés, hein, ils peuvent nous appeler, etc. Et puis tous les mois, on fait une vidéo réseau aussi. Ouais. On a mis en place ça, on trouvait que c'était un format qui était sympa, qui est né pendant le Covid, hein, tout simplement, et on s'est dit c'est bien, comme ça on peut tous savoir en même temps, et on a appris à faire ça tous les mois. Voilà. Bon, il va falloir que tu viennes du côté de chez moi, parce qu'il n'y a rien du côté de la Bourgogne, là. Ouais, tu vois, c'est des candidatures qu'on n'a pas trop eues. Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des candidatures parce que il y a aussi des gens qui souhaitent, qui ont des clubs indépendants, mais qui commencent à voir quand même que ça se tend vers du réseau. Donc, ils sont intéressés, parce que c'est vrai que des fois, faire partie d'un groupement de plusieurs indépendants, on garde son enseigne, on n'a pas non plus la même force marketing qu'une seule et même marque. Et puis ils voient qu'en fait, en transposant nos manières de travailler et nos valeurs, ça se passe très très bien. Comment tu fais, toi, pour vous faire connaître, du coup? Le salon de la franchise, c'est bien, c'est pas bien, Alors, moi, j'ai mon avis là-dessus. Je ne dis pas que je ne le referai pas. Je pense que ce n'est pas un salon qui, pour moi, m'apporte des prospects de qualité et qualifiés. Alors, je m'excuse pour les gens qui ne voient que par ça. En fait, j'ai un peu pris cette décision parce que déjà pour un franchiseur tel que nous, c'est quelque chose qui coûte très cher pour 3 jours. Je trouve que apparemment. Enfin, j'ai entendu des chiffres qui étaient, c'était astronomique. Donc ces budgets-là, je préfère les mettre. Aujourd'hui, on passe beaucoup sur le digital via les plateformes, Observatoire de la franchise, toute la franchise, etc. Et moi, c'est beaucoup de la recommandation en fait. Okay. J'ai arrêté avec ça parce qu'en fait, quand on me recommande, c'est des gens qui ont eu une bonne expérience avec moi et qui, du coup, déjà m'envoient quelqu'un qui a mes valeurs, ma manière de travailler et c'est ce qui m'intéresse, en fait. Que parfois, sur le salon de la franchise, tu vas avoir quelqu'un qui va passer de toi à la brioche dorée, quoi. Tu vois, et moi, c'est très lié quand même à une passion vers le sport. On ne va pas se le cacher. Tout à l'heure, tu me demandais les candidats. Oui, c'est quand même des candidats qui ont une appétence avec le sport, qui sont au moins des pratiquants extérieurs ou passionnés. Ils n'ont pas forcément mis des pieds dans une salle de sport parce qu'ils ne trouvaient pas leur compte, mais ils ont monté un club Wake Up parce que voilà, c'est ce qu'ils ont envie d'apporter eux, à leurs clients. Maintenant, effectivement,
on en fera peut-être dans d'autres secteurs pour se faire connaître sur des régions où on n'est pas trop implanté encore. Mais je préfère encore garder cet axe de recommandation, de visibilité. Tu vois, j'ai des gens qui me contactent comme tu l'as fait par LinkedIn aussi, parce qu'ils ont vu mon profil, mes posts, etc. Et tu vois, il y a une adhésion à des valeurs et à une manière de penser, tu vois. Donc voilà, moi en général, ça se passe comme ça le recrutement. C'est pour ça que je j'ai pas envie d'être la marque qui va signer 40 clubs à l'année parce qu'il faut les absorber, parce que ça te pose plein de problématiques de croissance aussi. C'est le grand mot à la mode, scaler, mais à un moment donné, si tu scales trop vite et que tu En n'arrives fait, pas à absorber, ouais. quand j'observe, après, il y a des gens très très doués, hein, qui ont un pouvoir de persuasion énorme, etc. Mais après, le problème de grandir trop vite, c'est derrière l'adhésion à ton groupe, à ta marque, à tes valeurs qui en est entaché. On en a fait aussi, nous, la meilleure expérience sur certains dossiers. Donc, aujourd'hui, voilà, je me concentre à ce que je sais faire, c'est voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, du sur-mesure, m'adapter, d'être assez agile voilà, de faire rentrer des gens dans notre réseau qui sont des gens simples, avec des rapports humains de proximité. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, quoi. J'emploie souvent le terme Wake Up from Family, mais ouais, c'est ce que je recherche. Dans une famille, on peut se dire les choses sans forcément se pourrir. Mais on a un objectif commun, on a un nom commun et des valeurs communes, quoi. Après, si ces valeurs, t'as pas envie d'y adhérer, tu fais pas partie de Ouais, la famille. c'est clair dès le début, quoi. C'est ça, c'est ça. Eh ben, merci Étienne, en tout cas, pour ce partage. Est-ce que tu aurais une ressource à nous, ou un livre que tu partages à tes collaborateurs ou à tes franchisés ou autres? Moi, je suis pas un grand lecteur. Bon, après, je regarde beaucoup les actus, etc. Moi, tu vois, ici, il y a des livres qui sont. Il y a des romans que j'aime bien. Il y a Le Comte de Monte-Cristo, qui est pour moi un Ouais. de mes best-sellers. C'est une histoire que j'adore. La résilience. Ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup 20 milieux sous les mers aussi. Un livre que j'ai lu pendant mon enfant et que j'aime bien des fois relire, qui est sympa. Et puis après, il y a La stratégie de l'océan bleu aussi, Ouais, ça, c'est un très bon livre, ouais. qui est un bon livre pour structurer un petit peu son axe d'entreprise, sa stratégie d'entreprise, qui est bien. Après, moi, j'aime beaucoup lire aussi les parcours de chefs d'entreprise ou des parcours de sportifs, tu vois. Tu parlais de Tony Parker tout à l'heure, ouais. Il y a les histoires, tu vois. Moi, j'avais lu Il n'y a pas que le vélo dans la vie de Lance Armstrong, ce genre de choses, parce que je trouve que ça reste des belles histoires de résilience, malgré toutes les histoires qu'il y a eu par la suite. Mais ça reste des histoires quand même de résilience autour de la maladie, du sport, la force mentale. C'est là où je vais essayer de reprendre un peu de temps là-dessus, mais je trouve que via le mental, on peut surpasser plein de choses finalement. Et on n'imagine pas la force qu'on est capable de ressortir de son mental. Tu t'es posé un moment des questions sur. Tu as eu des moments de doute avec Wake Up? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, j'ai eu des moments de doute. J'ai eu des moments de doute parce que, en fait, tu sais, des fois, quand tu considères, tu estimes beaucoup des gens et que tu as des histoires qui, bon, je vais pas m'étaler comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais tu te sens vraiment trahi, tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez humain et voilà, quand on me trahit, ça me pique un peu au vif quand même, tu vois. Et du coup, j'ai eu des doutes parce que, alors, c'est pas des doutes sur mon produit, sur ma marque, etc. Mais j'ai douté de moi-même sur peut-être ma manière d'amener les choses, la manière de travailler en fait. Je me suis dit peut-être que faut que tu sois un peu plus requin comme les autres, quoi. Mais ça me ressemble pas. C'est pas moi. C'est pas moi. Donc en fait j'ai eu des problèmes privés aussi, enfin
des épreuves, tu sais, j'ai perdu ma maman pendant le Covid, avec tout un truc qui s'est monté avec un associé et tout. C'était ça n'a pas été sympa, mais pour le coup, je pense que si on te présente une épreuve, c'est que, bon, moi je suis croyant, mais c'est que tu vois, le Seigneur, il sait que tu vas la surmonter, tu vois. Donc, du coup, ça m'a fait du bien et je pense que ça m'a fait me remettre aussi en question, même vis-à-vis de ma famille, tu vois. Tu te recentres énormément sur les vrais tiens, tu vois. Pas les gens qui sont là juste parce qu'ils peuvent ressortir de l'avantage de toi, en fait. Tu sais, quand tu réussis, moi j'ai réussi et j'avais des gens qui gravitaient autour et Étienne, allez, tu peux me filer un coup de main, tu peux me faire un papier pour la banque, s'il te plaît, machin, etc. Et tu vois, bon, t'es sympa, tu dis allez hop, on avance tous ensemble, on y va, etc. Puis quand c'est ces mêmes personnes qui étaient au petit soin avec toi tant qu'ils pouvaient se ressortir de l'avantage de ta part, Et quand tu leur demandes quelque chose, il n'y a plus alors personne, quoi. profit et puis tu leur dire non mais là, non c'est même pas leur demander quelque Ouais. chose, c'est dire, non mais là tu vois stop, tu vois, à un moment donné, arrête de tirer un peu sur la corde, quoi, tu vois. Et que non là tu vois, je suis plus d'accord, je suis plus forcément d'accord avec ce que tu es en train de faire, j'adhère pas là, tu vois, c'est un truc que j'ai un peu de mal. Bah tout de suite ces gens-là, boum, ils te scrollent comme s'ils scrollaient sur un écran, quoi. Direct. Et donc, du coup, tu vois, c'est pour ça où je te dis, je suis très attaché à la loyauté. Moi, je sais ce que je suis, je sais ce que je veux être et je sais ce que je ne veux pas devenir. Du coup, je suis très attaché à ça. Et toutes ces épreuves que j'ai traversées là depuis 3 ans, qui m'ont vraiment, hein, qui ont quasi, tu vois, même vraiment, je suis pas parti dans une dépression, mais si tu veux, j'ai eu une phase d'un peu de décompression, tu vois. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà, putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là, tu vois? Qu'est-ce que je fais? Je vends la boîte, je fais autre chose, parce que là, ils m'ont tous, tu vois. Tu vois, j'ai absorbé beaucoup des problèmes, parce que c'était une éponge, tu sais, quand tu es un peu tête de réseau, les gens n'imaginent pas, mais tu as la pression aussi pour tes affiliés quand ils sont dans la difficulté, quand ils sont dans le Covid, qui sont fermés, ils ne savent pas par où quel bout prendre le truc, tu vois. Moi, ça m'atteint. Il y a des gens que ça n'atteint pas. Moi, ça m'a atteint, tu vois. Et donc, du coup, quand tu absorbes un peu le stress de tout le monde, tu t'oublies, toi, en fait. Et tu oublies les tiens qui sont autour de toi. Et du coup, des fois, tu as une difficulté qui se met devant toi, boum, tu dois la surpasser. Et en fait, tu te rends compte que ceux qui sont toujours à côté de toi auprès de ces difficultés, c'est des gens que tu passes un petit peu moins de temps avec parce que tu es à fond dans le boulot et en fait, tu es à fond en train d'occuper d'un problème qui n'est pas le tien et que la personne ne sera pas reconnaissante. Et en fait, du coup, ça m'a beaucoup recentré. Et ça m'a permis vraiment d'avancer. Et là, je suis reparti pour 15 ans. Là, tu vois. Et comment tu fais du coup pour continuer à t'améliorer, à performer? Alors, écoute, moi, en tout cas, je m'informe beaucoup. J'essaye d'essayer de m'informer sur mon métier, sur le management, sur la finance, sur le droit, sur le marketing. Tu vois, il y a des nouvelles stratégies, le neuromarketing et tout ça, c'est des choses qui m'intéressent aussi. Après, j'essaye aussi, si le physique ne suit pas, la tête ne suit pas. Donc, je me suis pas mal remis au sport, tu vois, par une petite routine matinale que je fais tous les matins. Tu vois, j'essaie de garder quand même un semblant de condition physique, on va dire. Et tu Plus vois, de là, vélo? Plus de vélo? ah ouais, mais tu vois, ça, c'est mon sujet de cette année. J'ai mon petit loulou, là, Danilo, mon fils, qui fait de la compétition en vélo de route. Ah, OK. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que j'essaie de reprendre un peu de temps avec lui pour rouler un peu plus cette année avec lui. Il a envie de partager du temps avec papa. Il a quel âge? Il a 14 ans, donc c'est un Ah peu oui. ado. Donc, c'est vraiment l'âge où il Il faut va être. falloir que tu le suives là, par contre. Ouais, ça va être très compliqué. Il va m'attendre, c'est pas grave. Mais non, voilà, voilà, faut se raccorder un peu de temps pour soi, pour le sport, parce que c'est important d'être physiquement et mentalement, ça suit. Et puis même, je le sens moi, tu sais, j'ai du tempérament, je suis assez impulsif, comme je t'ai dit, je suis un petit peu hyperactif aussi. Donc, je sais que quand je fais du sport, je suis plus relax et je suis beaucoup plus fort, beaucoup plus posé, quoi. Eh ben top. Merci en tout cas. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée?
Une question que j'aurais aimé que tu me poses et tu m'as pas posé. Bah, je pense qu'on a quasiment. Je pense que non, on a. Et pour ceux qui hésitent du coup à se lancer, alors ça peut être j'ai un auditoire sur le personal training, mais j'espère aussi avoir des managers, des patrons de clubs ou peut-être des personnes qui s'intéressent un peu à notre industrie. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, ton message de fin par rapport au fitness, par rapport à ce qui arrive, par rapport je pense qu'on est dans une industrie où je pense que voilà, l'avenir est devant nous. Qu'est-ce que toi tu pourrais leur dire par rapport à ça? Eh bien, moi, je leur dirais, c'est comme apprendre à nager. À un moment donné, il faut se mouiller. Investissez-vous, impliquez-vous, mouillez-vous, et vous ne pouvez que réussir. Mais faites-le pas à moitié. Le en même temps ne marche jamais. Voilà. Donc, cernez vos objectifs et ne le lâchez pas et mouillez-vous. N'écoutez pas les bruits de gens qui vont toujours vous dire voilà, c'est pas possible, etc. Centrez-vous sur vous et vos objectifs et avancez. Parfait, parce que c'est souvent ceux qui ne font rien qui vont te donner des conseils. Exactement ça. Voilà. C'est ceux qui ont jamais pris de risque qui vont te dire de la manière dont tu dois travailler. Ben, merci bien en tout cas, Étienne. Merci tout le monde. Ce fut un plaisir. Si vous êtes intéressé par Wake Up, je vous laisserai de toute façon les infos. Vous tapez, j'ai trouvé facilement. Vous tapez Wake Up et il y a la partie franchise et tout. Pensez à mettre un petit 5 étoiles à l'épisode, un petit commentaire pour Étienne. Merci. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Merci à tous. Merci Andy. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.